Alors, merci de l'invitation, Mirella. Merci, Selma. Merci à toutes et à tous. Alors, au menu, oui, j'ai complètement changé depuis 2 jours, entre hier et aujourd'hui. Au fur et à mesure que j'entendais les présentations, je me dis, my God, ça n'a aucun sens ce que je fais là. Il faut que je change ça. Alors, il y a deux parties. Il y a une partie qui est plus liée au thème, qui est l'évaluation. Puis l'autre partie où je me suis rendu compte hier, puis en plus encore aujourd'hui, et de ce que j'ai vécu ce matin, qu'en fait, la transdisciplinarité, c'est moi-même. Alors, je vais vous en évoquer des éléments. Donc, je vais passer assez rapidement sur la partie évaluation, mais c'est quand même important parce que si on y va, vas-y, Gadura. Sur la première partie, les problématiques qu'on rencontre à l'université, on a fait avec mon directeur de recherche, François Guillemette, et puis d'autres, on a fait un petit peu le bilan de l'évaluation. Puis on le sait en éducation ou même ailleurs, l'évaluation, excusez-moi, là, mais ça ne vaut pas évident. On est même dans un environnement qui fait qu'on se pose la question à savoir comment on évalue, est-ce que c'est de la mesure, est-ce que c'est de l'évaluation, puis tout ça, ben, quand on ne sait pas, on dit « Oh, on va s'en remettre à notre jugement professionnel ». Ouais, mais jugement professionnel, ça veut dire quoi, tu sais? Tu prends X personnes, on le sait, sur une thématique donnée avec un contenu, ben, la notation peut varier de, on le sait, hein, alors, soit par des A ou bon. Donc, il y a une question d'injustice aussi là-dedans, parce que l'étudiant dit sur qui je vais tomber. Hein? C'est ça qui se passe en réalité. Puis nous, quand on était à l'école, c'est ce qui se passait. On souhaitait quand même avoir des bonnes notes dans la mesure du temps. Mais là, les bonnes notes, c'est bien gentil, mais si en face de moi, j'ai un prof qui, plus ou moins, tu sais, on se pose des questions quelquefois. Là. Bon, donc, c'est très, très aléatoire. Alors, sur le plan de la mesure, définition très simple, c'est le moment du relèvement et de la représentation d'informations concernant les résultats d'un parcours didactique, donc les notes, les scores, etc. On voit aussi que dans les instruments de vérification normalement utilisés, la plupart du temps, c'est sous forme d'examen et puis ou d'épreuves ou de concours. Bon, ça, c'est le standard. Alors, c'est sûr que la plupart du temps, quand on parle de notes, quand on parle de mesures, on a une pensée sommative. Hein, c'est-à-dire, donc, c'est final et puis ça s'arrête là. Bon, c'est intéressant parce que quelquefois, on veut savoir où on en est. D'accord? Par contre, et principalement donc à des fins quantitatives, tu peux passer, virgule, l'évaluation. Alors, elle, par contre, elle permet l'interprétation. Elle permet la description qualitative des données. Alors là, c'est là qu'on va se poser la question. Ouais, mais attends, quand tu es dans l'interprétation des données, comment tu fais? C'est quoi tes critères? Puis sur quoi tu te bases? Oui, mais je suis d'accord, pas d'accord. Alors, ça prend différentes formes. Il y en a qui sont en termes de contenu pour que ça puisse réussir, puis d'autres, ben, pas nécessairement. On va mettre des notes sévères. Comme j'ai vu récemment, j'ai participé à un programme sur ces projets de vie. Puis la prof en question disait moi, je ne donnerai jamais plus que 95%. Pourquoi? Pourquoi 95%? Pourquoi tu ne mets pas 100% si c'est réussi? Ah oui, mais non, on ne peut pas être parfait. Ouais, mais ta croyance, dire d'être parfait, pas parfait, ça vient d'où? Est-ce qu'on peut en discuter? Non, non, c'est comme ça, c'est le cours. Oh, ok, d'accord. Donc, ça relève de la responsabilité des enseignants, d'accord? Et puis en même temps aussi, ça permet d'être au service de l'apprentissage et de la réussite de tous. Pas grave. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce que quand on dit au service de l'apprentissage, puis je vous reviendrai là-dessus tout à l'heure, dans ma partie plus transdisciplinaire, c'est ça, c'est que lorsque je suis dans le mode, moi, d'apprentissage, pour permettre l'apprentissage et la réussite, dans quel état d'esprit je suis? De quelle manière, moi, j'interviens? Est-ce que je suis là pour être au service de mes étudiants ou simplement, je suis là pour donner le cours et puis, écoute, tu auras la note que moi, j'ai décidé de te donner. Oh my God, ça vient résonner pour beaucoup d'étudiants et puis beaucoup d'enseignants parce qu'ils ne sont pas d'accord. Je vois dans les départementales, ça se réunit. Puis là, oui, mais tu comprends, si on fait ça, c'est la débandade, tout le monde va se... Ah là là, my God. Donc là, évidemment, on a un problème qui est de dire, il est où le phénomène de reconnaissance? OK? On y va. Donc, les enjeux. Il y a un enjeu de compétition. C'est ça qu'on a remarqué dans notre étude. Parce que la plupart du temps, quand on est avec des étudiants, ben, l'évaluation, ils se comparent entre eux. Moi, je suis le plus fort, toi, tu es le plus faible. Toi, tu as A, puis moi, toi, tu as D, ou tu as C. Donc, ça, c'est un système de compétition. Le suivant. Motivation extrinsèque, c'est-à-dire, ben, on préfère avoir des notes les plus élevées possibles,
plutôt que et orienté évidemment avec le développement et la réussite. C'est pas toujours évident parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça veut dire que si je suis orienté vers les notes les plus élevées, et je peux le comprendre, il y a des dossiers à quelquefois pour obtenir des bourses, tout, etc. Si je n'ai pas un minimum A, là, ça ne passera pas. Donc, c'est sûr que c'est la course à ça. Engagement dans une perspective du moindre effort. Moins j'en fais, puis plus j'ai le maximum, mieux c'est. Génération des Y particulièrement. Hein, le système intergénérationnel, j'ai beaucoup travaillé aussi là-dessus. La différence entre les X, Y et Z, là, puis les milléniums avec ce qui vient aussi, etc., complètement différent. Donc, il y a ça aussi à prendre en considération. Oui. L'égalité des chances. Alors ça, là, je pose une attention particulière. Il y a une mauvaise compréhension de ce terme-là. Au Québec, là, parce que je parle pour ceux qui sont au Québec, la notion d'égalité des chances pour ceux qui sont à l'extérieur, mais même au Québec, on pense que on fait on fait notre processus pour tout le monde pareil. Non, ce n'est pas ça l'égalité des chances. C'est que je suis capable d'adapter mes interventions en fonction du profil de l'élève ou de l'étudiant. Parce que moi, la plupart du temps, mes étudiants sont reliés, ils vont avoir leur diplomation pour enseigner à l'école, d'accord? Donc, ces étudiants-là, là, c'est très important qu'eux aient un comportement d'adaptation en disant ben, j'ai tel élève, telle problématique, ceci, cela, etc. De quelle manière je m'y prends pour que la réussite soit au rendez-vous. Et ça, ce n'est pas encore évident. Là. Il y en a qui ne comprennent pas tous nécessairement de la même manière. Et là aussi, sur le plan de la recherche, c'est une synthèse des connaissances sur l'évaluation, particulièrement sur les problématiques qui viennent de la pratique. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, puis de quelle manière on va intervenir pour que, pour la suite et l'avenir, on puisse avoir cette capacité de résolution si possible. Ça va? Donc, voilà où on en est. Donc, au niveau du projet de recherche, c'est se poser la question, comment sortir de cette problématique? L'autre élément, c'est comment avoir des évaluations qui soient au service de l'apprentissage. Ça, là, c'est une paire de manches. Et la troisième, je l'ai mis en mauve, c'est comment la transdisciplinarité peut contribuer à une pédagogie d'évaluation orientée vers la réussite. Alors, quand on parle d'une pédagogie orientée vers la réussite, déjà, ils vont se dire d'où ça vient, c'est sorti de quelle… il vient de quelle planète celui-là, etc. Bon, c'est ça. Alors, je vous l'ai mis en mauve parce que vous allez voir après, dans les textes que je vais vous présenter, j'ai fait comme un ramassé, une concentration pour aller plus dans ma transdisciplinarité plutôt que de rester sur des aspects… bon, parce que là, Mirella m'avait dit, Benoît, essaye de trouver un truc comme ça, donc j'ai essayé de l'adapter. On essaye, hein? Bon, d'accord. Bon, la cohérence de l'évaluation. Ça, quand on parle à des spécialistes, moi, en plus, j'ai fait une formation à l'origine, puis je vous le raconterai tout à l'heure. Ma formation, en fait, j'ai fait 5-6 professions différentes. Puis là, au départ, quand je suis arrivé à l'Université de Montréal en 80, je suis reparti après parce qu'on ne pouvait pas rester en tant qu'étudiant, machin, etc. J'ai fait de la docimologie. À l'époque, c'était mesure, évaluation. Donc, j'ai participé à tout le programme à l'époque de docimologie ou décimologie aussi, les deux termes se disent. Et là, mon Dieu, c'était comme, ouais, pas évident, les taxonomies en plus, Bloom, Krathwohl, tout ça, etc. Puis là, pour dire cohérence, de quoi on parle quand on parle de cohérence? Donc, je reviendrai tout à l'heure parce que je vais vous montrer un modèle pratique que j'utilise moi avec mes étudiants et qui fait que, au lieu de faire de la notation de leur classe, ils font de la progression. Alors, c'est une révolution parce que, évidemment, comment ça, tu les notes pas? Ben, à des fins, de temps en temps, oui, là, mais laisse-les un peu évoluer, progresser là-dedans, là, sans jugement. Ben, voilà, comment tu peux faire du non-jugement? Ben, justement, on va regarder ça ensemble. L'importance axiologique, et ça, c'est un élément majeur, démontrer ce qu'il a appris au niveau de l'élève ou de l'étudiant qui va enseigner aux élèves. C'est qu'est-ce que j'ai appris, puis d'un autre côté, c'est reconnaître l'apprentissage et la progression. Donc, est-ce qu'au moins ce que je fais, je suis reconnu? Est-ce que c'est valorisé? Est-ce que c'est accepté? C'est beaucoup de questions à ce niveau-là. Et en fait aussi, élément important, c'est favoriser la motivation et l'engagement de l'étudiant dans sa progression. De quelle manière je vais m'y prendre pour ça? On y va, c'est parti.
je vous présente ici un modèle qui s'appelle l'alignement constructif, Constructive Alignment. Alors, ce modèle-là, c'est Biggs qui l'a développé dans les années 2000. Et là, il dit que, et ça là pourquoi c'est écrit en mauve, c'est parce que c'est transdisciplinaire, dans le sens où je fais l'association entre les apprentissages visés qui se rédigent au futur, parce qu'en fait, on ne sait pas si ça va marcher. Donc, sur un plan littéraire, je l'écris au futur. Comment je vais m'y prendre? Les consignes des activités d'apprentissage. Donc, ça, je l'écris au présent. Ben, je vais faire ça, je vais faire ça. Pour le conscientiser au moment où il va le faire. Il se voit dans le scénario de pouvoir le faire. Et la notion de résultat qui apparaît, indicateur de ce qui a été appris ou réussi. Ben, toi, je vais te demander de l'écrire au passé. Pourquoi au passé? Parce que tu le vois terminer. Dans le cerveau, à partir du moment où une situation est vécue, réussie, terminée, la probabilité est plus grande. Je ne vais pas commencer à faire toutes les recherches, mais c'est démontré. D'accord? D'ailleurs, tiens, on va faire un truc ensemble. Je vais vous proposer, je suis debout là. Je vais vous proposer de vous lever. Avoir de l'espace suffisant pour mettre votre bras comme ça. Je le faisais avant quand j'étais avec un seul bras. Le bras qui, la plupart du temps, si vous êtes droitier, le bras droit. Si vous êtes gaucher, le bras gauche. Puis que vous ayez l'espace suffisant. Il ne faut pas que vous… Ouais, comme moi, là, par exemple, là, il faut que je sois comme ça. Voilà. Vous avez la possibilité, puis en arrière aussi, jusqu'à… Il ne faut pas que ça touche. Il ne faut pas que ça touche. D'accord? Alors, ce que je vais vous… Vous allez voir, c'est très, très simple. C'est au niveau de la programme. Oui, OK. Désolé pour ceux qui sont avec le… Ah ben oui, tiens, c'est ça. Regarde bien. Regardez-moi la beauté de tout le monde. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. C'est magnifique. J'étais réalisateur, c'est mon premier métier. Bon, alors, allez, on y va. Donc, ce que vous allez faire, je vais vous demander dans un premier temps, c'est une séquence non, c'est un exercice en 3 séquences. D'accord? Alors, la première, c'est que vous levez la main, seul que droite ou gauche, et vous allez le plus possible en arrière. Vous repérez bien l'endroit avec votre œil, voilà, le plus possible en arrière, en restant toujours. Voilà. Bon. Maintenant, vous revenez, vous baissez le bras, et là, je vous demande, je vous invite dans votre tête à refaire le même mouvement, sachant que vous allez augmenter minimalement de 15 à 30% le mouvement dans votre tête. C'est-à-dire que là, le repère que vous aviez à un endroit donné, vous allez aller encore beaucoup plus loin en arrière. Donc, faites-le, fermez les yeux. Non, 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 pas les mains levées. Non, 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 pas tout de suite. Non, d'abord, vous ne bougez pas vos bras, vous le faites dans votre tête uniquement. Visualisation. Une fois, 2 fois si vous le souhaitez. Ça va? Oui. Maintenant, vous ouvrez les yeux, vous levez la main et tout de suite, allez-y en arrière. Allez-y, allez-y. Est-ce que vous allez plus loin? Oui. Ben oui, voilà, programmation du cerveau. À partir du moment où je détermine que ma réussite… Oui, d'accord. Ah, pardon, je t'ai bonne, toi, à partir du moment où je programme que je suis capable de, et que c'est terminé, parce que votre cerveau, vous l'avez enregistré terminé, il y a de grandes probabilités. Alors, pourquoi je vous fais ça? Parce que à un moment donné, quand j'ai fait jeu et simulation dans ma maîtrise aux technologies éducationnelles à l'Université de Montréal, j'avais un prof qui était mon directeur de thèse de maîtrise, qu'on appelle Master's Thesis, Harold Stolovich, et puis on allait à la NASA, on allait un peu partout et tout. Puis les astronautes, c'est ce qu'ils font. Ils font leurs exercices, puis après, ça s'est développé au niveau au niveau olympique, au niveau sportif, médecine sportive et tout ça, ils font ce même type de… Et ça démontre en fait que j'ai la capacité de réussir. J'ai des capacités. Il suffit simplement de me dire, de m'inviter en fait à le faire dans quelque chose qui va m'aider, qui va me motiver, qui va me stimuler, qui va me permettre de… Ça va pour ça? C'est parti. Là, ici, je vous l'ai mis parce que je pourrais vous laisser le PowerPoint. C'est un apprentissage visé. Puis là, j'ai mis, c'est dans le cadre d'un texte scientifique. Alors, comme ça pourra vous aider. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça vous donne exactement ce qu'on peut écrire au futur, dans le temps présent. Et vous avez un alignement. C'est-à-dire qu'ici, là, la première ligne correspond à cette ligne-là, ce qui correspond à ce point-là. D'accord? C'est ça l'alignement constructif. Alors, comme j'ai une série d'éléments qui sont différents, qui s'entrecroisent,
c'est là où la transdisciplinarité devient intéressante, parce que dans l'enseignement, par exemple en éducation, ils ont plusieurs dans leur cours qui sont des différents contenus, et c'est l'entrecroisement de ces différents contenus qui fait que cette transdisciplinarité est intéressante. Mais en plus, si je le mets en mode cohérent, on a parlé de la cohérence depuis hier à certains là. Bon, et ça, ben, c'est génial, parce que là, on est complètement dans une pratique de la transdisciplinarité. On y va, c'est parti. Donc, en résumé, l'optimisation s'appuie sur le concept de l'aliment constructif, donc c'est BIGS. L'aliment constructif donc, favorise le principe de cohérence. Là, je vous laisse tout ça parce que vous l'avez vu avec la grille, mais c'est toute une question d'aliment. C'est très technique. Hein. Puis quand vous faites tout ça, vous dites, mon Dieu, mais en fait, c'est pas compliqué, il suffit simplement. Et là, c'est en termes de résultats, c'est visé, c'est mesuré, c'est évalué surtout, parce que la mesure, elle est quantitative, mais si j'ai du qualitatif, je peux effectivement l'évaluer. Vas-y, tu vois, ça va aller vite. Sur le plan axiologique, c'est de permettre à l'étudiant de démontrer ce qu'il a appris. Ça, c'est ce qu'on a vu. Donc, ça veut dire que les étudiants participent au processus d'apprentissage. Il n'est pas simplement en train de recevoir en tant que récepteur, il est aussi émetteur. Ça va? Donc, en étant émetteur, il se dit, oui, mais moi, j'ai mon petit grain de sel à apporter, est-ce que je pourrais… Et là, à partir du moment où je facilite et puis qu'il n'y a pas de contrainte, on sait que l'apprentissage est beaucoup plus fort dans ce cas-là. Autre élément aussi, l'enseignement et l'évaluation sont différenciés en fonction des besoins des étudiants. Donc, au fur et à mesure de la progression, il y a une adaptabilité qui est en train de se faire. Donc, c'est du sur-mesure. D'accord? Super. Permettre à l'enseignant de reconnaître l'apprentissage et la progression de l'étudiant. Ça, c'est un élément aussi important. C'est-à-dire que du côté de l'enseignant aussi, ben, il y a une reconnaissance qui est faite. D'un côté, toi, tu t'investis dans le travail que tu réalises, et moi, de mon côté, je m'investis aussi. Donc, c'est donnant-donnant. Et là, ce n'est pas une question de donnant-donnant. Ce n'est pas parce que je te donne que tu me donnes. Il y a une réciprocité, il y a une question de service. Il y a le plaisir de rendre service. La notion du plaisir. Je vais vous en parler après plus tard. Allez-y. Il me reste combien de temps, là? C'est pas grave, je continue. 15? Hein? Favoriser la motivation et l'engagement d'étudiants, c'est beau. Une grille d'évaluation. Alors voilà ce que j'utilise comme grille. Cette grille-là, la particularité, c'est que vous avez vu, il n'y a pas de notation. Il y a un préalable. Ça, c'est la partie la plus difficile pour eux. C'est avant de commencer un contenu, de quoi l'élève a-t-il besoin? Ben là, il commence par savoir, je ne sais pas, sa grammaire, ou ceci, ou cela, etc. Oui, mais avant ça, pour qu'il puisse faire sa grammaire, c'est quoi le préalable? Ben, lire, écrire, et puis… Et là, la plupart du temps, j'ai remarqué, les étudiants, là, ils ne sont pas capables de nommer. Donc, vous vous rendez compte, ça les oblige à dire, ben, je démarre comment? Et là, on se rend compte qu'ils ne savent pas démarrer comment. Après, la progression, ça va. Puis là, il y a des techniques. Hein. La dernière que j'ai faite sur un cours d'évaluation, j'en avais 3 en ligne, j'ai failli en avoir 5 le trimestre dernier, c'est 100 heures de Zoom par cours. En plus du cours par Zoom de 45 heures. Mais 100 heures, on les fait un par un dans leurs problématiques, puis ils disent, mais pourquoi on ne nous l'a pas dit avant? Surtout les élèves qui ont des problèmes TDAH et autres, ils disent, mais pourquoi on ne nous a pas donné ça avant? Parce qu'eux, là, ça y est, ils se disent, ben, mon Dieu, avec ça, c'est génial. Moi, je me retrouve là-dedans. C'est d'autant plus fort que eux, après, quand ils vont enseigner sur le terrain en suppléance et autres, ben, ils pratiquent. Puis ils pratiquent avec des élèves qui ont des problèmes. Puis là, ils s'aperçoivent que plus il y a de problèmes, plus ça aide. Je ne peux pas rentrer dans le détail technique, là, parce qu'il y a toute une technique là-dessus. Alors, j'ai mis en rouge ici, il n'y a pas de notation. De temps en temps, on peut le faire. Alors, c'est facile, c'est le chiffrage. C'est que ça, on considère que c'est A, B, C, D. Puis s'il faut même mettre un E, etc., on peut faire développement 1, développement 2. Mais là, ça les libère totalement de la notion de notation. Ils se sentent libérés. Ça peut permettre de progresser. Quand il y a eu la pandémie, c'était 2 bulletins de notes au niveau du… Et là, ils disent, ah, c'est tellement agréable parce que ça suffit amplement, 2 bulletins. Là. On a le temps de voir la progression, on prend notre temps avec eux. Bon, c'est parti. Ça, c'est un exemple que j'ai fait avec eux. Je fais souvent des nuages de mots, beaucoup de socioconstructivisme avec eux. Regardez ce qui ressort à la fin d'un cours.
C'est un cours qui est à la fois l'évaluation et éthique et déontologie en éducation. D'accord? Regardez ce qui ressort, équité, respect, intégrité. C'est génial, après 45 heures. C'est ça qui, pour eux, le plus important. Vas-y. Donc, en notation, j'étais quand même assez surpris. Bon, à part un ou deux, il y en a toujours, on avait dit avec Selma, à un moment donné, qu'il y avait toujours des récalcitrants, mais ça, c'est pas grave. Au contraire, je les accepte. Puis au contraire, je suis content d'avoir ça. Mais la cote quand même de 10, c'est quelque chose. C'est quand même quelque chose. Bon, on y va, c'est parti. Alors, vas-y. Oui, donc enseignement, ben là, j'aurai jamais le temps de faire tout ça. Discipline scolaire, tout ça. Oui, ça, vous l'aurez dans le… Ce qui est important, c'est le regard global des pratiques intégratives et des actions négociées sont nécessaires afin que puissent y être apportées des solutions. Ça, c'est un élément important. Vas-y. Cohérence des apprentissages. Alors, donc, ça peut être le professeur à l'école, sa polyvalence, contribuer à faire des liens entre les disciplines, entre les savoirs, permettre aux élèves de trouver du sens dans leur apprentissage. Vous voyez, ça joue. Privilégier le dialogue, très important. C'est fondamental, particulièrement ce que j'appelle moi, ce que je fais avec eux, c'est de l'écoute attentive. Oui, mais attentive, c'est encore plus fort. Parce que attentive, ça veut dire que tu retires tes filtres, tu es vraiment à l'écoute, puis tu te retires l'ouverture d'esprit. Là. Si tu mets ton filtre ou tu mets ton billet, tu viens de te faire avoir, on vient de louper quelque chose. Donc, ça développe vraiment la conscience de l'être. Rapprocher les discours pratiques, ça, je vous laisse ça, promouvoir, à ne pas confondre avec transversalité, qui est plutôt proche de l'interdisciplinaire. D'accord? Transcendance. Alors, juste pour, parce que là, ça va être un élément important pour moi, j'ai fait deux bariatries, perdu 317 livres en presque 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Et là, je fais la dernière étape qui est ce qu'on appelle la lipectomie, donc retrait du tablier et tout, etc. Ils vont encore retirer à peu près, à mon avis, 10, 20 livres, à peu près, etc. Bon. Et là, moi, je voulais faire, c'est un panel avec des spécialistes, parce que je travaille avec le milieu patient partenaire, puis avec des médecins. Et là, leur diagnostic, la lecture, ils ne donnent pas les mêmes façons d'interpréter. Alors, je vois le cardiologue. Après, je dis à Marc, mon cardiologue, je dis, oui, mais ça, ce que tu me dis là, l'immunologue, il ne me dit pas la même chose. Oui, mais tu comprends, il ne peut pas comprendre. Oui, mais je fais quoi, moi? Alors, l'interdisciplinaire, je me dis, attends, ça n'a pas de bon sens. Puis là, j'en vois 7. Ça veut dire que sur des lectures particulières, est-ce que je peux avoir un risque de 7 interprétations? Puis moi, je fais quoi en tant que patient? Puis en plus, je commence à m'y connaître parce que ma thèse de doctorat porte sur l'accompagnement et le non-accompagnement et le non-suivi post-bariatrique. Donc, quand je leur dis ça, là, ils font attention. Ah ben oui, mais vous comprenez, monsieur Hurtel, pour ceux qui ne me connaissent pas, puis d'autres, ils vont dire Benoît, tout, etc. Je dis oui, mais là, il n'y a pas eu de suivi. Et là, la problématique arrive. Et là, j'ai compris, puis mon directeur de thèse, il m'a dit, mais la transdisciplinarité, c'est simple. Eux, ils ont leur expertise, mais ils viennent à toi. Et toi, en fait, c'est toi qui es transdisciplinaire, parce que tu viens en fait prendre et tu fais là-dedans un mélange comme une salade qui permet effectivement. Donc, effectivement, là, c'est bon. Puis là, le talon d'Achille, ça, Amel, c'est sorti récemment, là. Donc, favoriser le dialogue entre les sciences de la santé et les sciences humaines. Les parties prenantes, très important. Le programme SCOPE, qui est un programme mondial sur l'obésité, c'est un des seuls qui a du succès actuellement. On prend le patient 6 mois avant, 1 an après. S'il ne veut pas, il n'est pas opéré. Et ça marche. 88% de résultats. Mais ça, c'est costaud, d'accord? Donc, socioconstructivisme des savoirs, ben moi, c'est d'essayer des uns et des autres de ramener, puis de dire comment on peut faire ensemble. Alors, il y a de l'ouverture, parce qu'on est quand même dans une médecine contemporaine qui a évolué quand même, mais pour certains, il y a encore des restrictions. Je vois comme par exemple mon néphrologue, là, il est titilleux, recherche, là, j'étais voir l'immunologue, puis là, ils envoient des analyses de sang dans l'Ohio, etc., pour des trucs complexes, là, sur les compléments. C'est quand même quelque chose. Bon, vas-y. Voilà, alors, j'arrive là. Ah, je vais quand même y arriver. Alors, donc, donc c'est ça, les différentes professions que j'ai fait, dont la dernière en ce moment, ce que je fais avec le patient partenaire, au lieu de faire combien? 5 minutes, ça va. On va essayer de faire ça rapide, express. Quand j'ai eu à perdre du poids, j'avais regardé partout, puis Laborit, ah oui, Henri Laborit, peut-être que vous connaissez de nom, j'ai travaillé avec lui. Dans les années 80, il était à l'hôpital Sainte-Justine.
Génial, cet homme-là. Inhibition de l'action, là, j'ai compris. Et là, ce qu'il avait dit à l'époque, je ne le comprenais pas comme maintenant je le comprends, le plaisir, l'importance du plaisir. Sinon, il y a inhibition de l'action qui est la fuite, le combat, la résignation. Et là, je me suis dit, perdre du poids, j'avais été voir les chercheurs, tout, etc. Puis ils disent, on reprend du poids. OK. Donc, s'il y a perte, il y a gain. Donc, le cerveau, il n'est pas fou. Tu me retires quelque chose, je te remets autre chose. Puis ça fait yo-yo, puis ça monte. Mais là, le paradigme, c'était de sortir de là. Donc, je me suis dit, je vais sortir de l'obésité. Donc, je ne suis plus en conflit, je ne suis plus en confrontation, et avec du plaisir. Donc, plaisir plus sortir de l'obésité, je peux prendre 2 crèmes glacées, puis le lendemain, je perds une demi-livre. Et c'est ce qui se passait. D'accord? Bon, alors, exemple comme ça. Donc, la notion de plaisir est importante. Vas-y. Intégration, transcendance. Vous m'avez fait penser hier, à cause de la dynamique et tout, je me dis c'est comme une danse en fait. La transdisciplinaire, c'est comme une danse. La dynamique, le format, c'était un système de questionnement, tu connais Sylvie. Les quatre questions du cerveau fondamentales que font la NASA, c'est pourquoi ça m'intéresse, c'est quoi, comment ça marche, à quoi ça sert. Systématiquement, dans tous mes contenus, je les utilise. Ce qui fait que, parce qu'à un moment donné, quand on fait une présentation, si je suis un cadre en 4 qui est comme oh, mais à quoi ça sert ce qu'on fait? Si je ne le dis pas rapidement au départ, il va s'ennuyer, il va se dire, bon, il va encore nous faire son baratin, machin, etc. Alors que si je suis capable de tourner en permanence avec ces 4 questions, le cerveau, lui, très, très vite, il va être intéressé. L'histoire aussi de la conscience hémisphérique d'Abellio, c'est la structure absolue. Abellio dit en fait qu'il y a les points cardinaux. Donc, je pensais à toi quand tu faisais, ben oui, les points. Tu travaillais avec le milieu autochtone, la russocratique, etc., l'équatorial, ce qu'on appelle. Il y a aussi les axes vertical qui est anode-cathode. Pour ceux qui sont en mode physique, vous savez ce que ça veut dire, hein, le haut et le bas. Et il y a le centre. Donc, il y a 7 points. Et là, la conscience hémisphérique, c'est de dire, si je suis centré, je suis capable d'être dans une dimension circulaire et non pas simplement linéaire comme je présenté, mais en même temps globalisante aussi. Donc, ça veut dire que mon point de vue en permanence peut bouger. Ce n'est pas simplement de fixer une façon, c'est d'accepter et d'accueillir les différences entre nous. Bon, c'est ça. Recherche, action participative, socio-constructiviste. Le guide de l'instructeur, vous l'avez ici, tu peux le faire circuler si tu veux. Ça, c'est un outil que j'utilise beaucoup. Il y a 60 outils, puis c'est des guides, ça permet. Alors, quand j'anime, j'en prends un parmi tant d'autres avec des objectifs bien spécifiques, puis les étudiants adorent ça parce que le principe, c'est qu'ils construisent à partir d'eux-mêmes. Ça, c'est juste pour les aider. Donc, vraiment, au niveau du socio-constructif, c'est très aidant. Centaines de comités de pratique dans le monde, thèse ethnographique, ça, j'ai parlé de tout ça déjà. On y va. Rédiger des articles. Une technique, parce qu'apparemment, il paraît que j'écris bien, mais en tout cas, quand on rédige un article, combien? 2 minutes? 1 minute. Bon, tu vas m'en accorder 3. Non, mais un élément important. Rédiger un article. Mettez-vous en mode enfant. Comme si vous alliez parler comme un enfant. Et si en plus vous aviez la contrainte d'être dans un ascenseur sur un sujet quel qu'il soit, si j'avais à lui en parler pendant 30 secondes uniquement, ça serait quoi? Et là, je peux vous dire que vous allez à l'essentiel. Là, c'est les racines. Parce que 30 secondes, parler à un enfant de 5 ans et lui dire sur n'importe quel niveau, là, c'est extraordinaire. Donc moi, quand je commence à écrire, je me mets en mode enfant, puis ça démarre. Donc, vive le moment, c'est ça. Présent, évidemment, mais bon. Quand même, hier soir, avant ma chute, non, c'est ce matin, j'ai été sur le chat GPT-3. Ouais. Puis là, j'ai posé la question, j'ai dit, j'aimerais bien savoir ce que c'est que l'intelligence artificielle par rapport au transdisciplinaire. Vous savez ce que j'ai posé comme question? Puis-je être transdisciplinaire? Et là, il m'a dit, oui, il est tout à fait possible d'être transdisciplinaire. Le terme transdisciplinaire fait référence à l'approche qui consiste à intégrer des concepts, des méthodes et des perspectives provenant de différentes disciplines afin de résoudre des problèmes complexes. Cela implique de transcender les frontières traditionnelles entre les disciplines et de chercher des connexions entre elles. Alors, première génération, j'ai redemandé une deuxième génération, il était beaucoup plus dans le détail. Puis à la troisième génération, il m'a fait un plan. Étudier, intégrer, établir des liens, adopter une approche. Donc, vous voyez, 3 régénérations, 2 pages, puis ça tient la route. Ça tient la route. Ce qu'on s'est dit, ça tient la route.
Donc, ça, c'est ChatGPT hier soir à 22h et quelques. Au total, maximum 1 minute, les 3. C'est ça, c'est ça. Alors, t'imagines, bon, en tout cas. Alors, haltéronomie, ça, c'est un élément pour moi fondamental. L'haltéronomie que j'ai développée dans ma thèse, c'est j'apprends de toi, tu apprends de moi, nous apprenons ensemble. D'accord? Donc, c'est l'apport de chacun, etc. Avec mes BPEP, là, transmettre, c'est quelque chose qui a été absolument extraordinaire. Ça a donné une évaluation 96. Ça, c'est une autre histoire. Oser réussir, le Carol Dweck, qui est aussi australienne, qui n'est pas du tout dans l'éducation, a sorti un livre d'oser réussir. Alors, elle dit, c'est simple, il y a 2 types de cerveaux. Les cerveaux fixes, faites rien avec ça, ça ne marchera pas. Puis cerveau en développement. Ça, avec eux, vous pouvez travailler, vous pouvez avancer, etc. Bon, c'est ça. Puis, vas-y, on continue. Ma force. Ah oui, déclarer ma vulnérabilité du moment. Moi, j'ai remarqué, là, ces derniers mois, plus je montre ma vulnérabilité, plus en face de moi, je sens de la force. Il y a une reconnaissance qui se fait. Parce que ce n'est pas une mise à nu, mais c'est une conscience de soi, c'est une ouverture, une flexibilité. C'est l'accueil du connu et du non connu. Pas de l'inconnu, mais du non connu. Vas-y. Complexité, simplicité. Alors ça, c'est le gros morceau qui m'a aidé beaucoup. J'ai fait l'après-Tchernobyl. D'accord? Donc, l'après-Tchernobyl, c'était des constats énormes. Il y a eu la tempête de verglas 98 au Québec. Ça aussi, je l'ai animé avec Hydro-Québec. On a été capable en 2 mois et demi de rétablir, etc. On travaillait, c'est dommage qu'il soit parti, mais on travaillait avec des calculs graphiques de 3 fois la difficulté de risque de ne pas pouvoir se rebrancher. Vas-y. Ah oui, le projet du CTRO, c'est en fait, ce ne sera pas le centre interdisciplinaire, mais centre transdisciplinaire de recherche odontologique. Avancer, pédalier. La notion d'opposé, vous vous souvenez, on disait depuis 2 jours, les oppositions. Ben, un pédalier, si je veux avancer, c'est en opposition. Une pédale par rapport à l'autre. Donc, c'est ça la notion de contradiction. D'ailleurs, Deepak Chopra, dans le livre des coïncidences, en parle. Mariage du cerveau, qui est l'analyse, le cœur, qui est la catalyse. Donc, dans le sens projet de vie que j'ai fait pendant 2 ans et demi, la notion de résilience, de récit, surtout chez patients partenaires, la notion de récit est importante. Accepter d'être, la conviction de l'être avec ses certitudes et ses incertitudes, la complétude progressive, connaissance de soi, qui es-tu? Alors, certains connaissent la mécanique. Vous posez à une personne la question « qui es-tu » Je fais tel métier. Non, je ne t'ai pas demandé ce que tu fais, je t'ai demandé qui tu es. Vous voyez l'automatisme qu'on a? Bon, là, on ne va pas rentrer dans le système social, machin, mais tout le système aussi capitalistique aussi de la définition qu'on peut voir. Transformer nos peurs en tremplin expérientiel. Ça, pour moi, là, et puis je le vis ce matin, écoutez, là, ça faisait 2 ans et demi que je ne pouvais pas me lever. Puis là, je dis, Mireille, là, va m'attendre, puis ceci et cela. Donc, je t'avais envoyé. Entre-temps, en 20 minutes, j'ai réussi à me lever. Et ça faisait 2 ans et demi que je n'étais pas capable de le faire. Donc là, j'étais sous pression. Puis là, je me suis dit, garde tes peurs, tu vas les utiliser comme tremplin. Donc, et là, je me suis dit, ma reconnaissance à moi, c'est de m'aimer. Donc, la transdisciplinarité, ma transdisciplinarité, pour terminer avec ça, c'est aimer. Être aimé, mais s'aimer. Et quand j'anime, je dis à mes étudiants, et animer sans haine. Alors, je barre le haine, puis ça fait aimer. Voilà, merci. Merci à toi.